présentation. On va peut-être inviter nos intervenants à passer devant pour les questions que je suis sûre vous ne manquerez pas de poser. Nous avons tenu des présentations avec Daniel Schlechter qui nous a montré des œuvres très poétiques. Moi, je me dois de poser une question qui était envoyée par mail à la SIA, qui nous ramène sur des côtés très pratiques. Cette personne se demande comment les éclairagistes se préoccupent de l'emplacement des éclairages publics dans les rues habitées et de leur impact sur la qualité de sommeil de ces riverains. Alors, je ne sais pas si dans le cadre des plans lumière, ce genre de préoccupation est considéré. Non, pas du tout. Je blague. Évidemment que c'est une des préoccupations des plans lumière dans le cadre de la réflexion sur le fond dont j'ai parlé tout à l'heure. Évidemment, j'ai évoqué, parce que nous n'avions que peu de minutes, toute cette étude qui a duré 2 ans, mais dans toutes mes études, nous sommes préoccupés principalement par le confort des usagers, plus que par la mise en valeur peut-être de l'espace, je dirais. Et donc, cette réflexion sur où va la lumière et ce qu'elle sert est effectivement au cœur des préoccupations de beaucoup d'éclairagistes, je crois maintenant, c'est de réfléchir, est-ce que la lumière va au bon endroit par rapport à ce qu'elle veut raconter. Et donc, effectivement, on a souvent, et dans ces marches exploratoires et dans ce dialogue avec les usagers, on a souvent ce retour-là de ne pas avoir un éclairage qui déborde à l'intérieur des maisons. Et il y a effectivement des dispositifs, je dirais, photométriques ou d'accessoires qui permettent de limiter cette interaction avec le privé. Non, mais ça rejoint ce que vous avez dit. Nous avons plusieurs fois discuté un petit peu avec vous quand même de certaines plaintes, peut-être de gens comme dans ce cas précis, qui s'adressent directement au service concerné. Voilà, est-ce que quelqu'un va poser une question à Hassan ? J'ai deux questions un peu transversales, mais sur lesquelles peut-être chacun peut plus ou moins prendre position, qui sont plus des problèmes que des questions qui attendent une réponse en tant que telle. Pour les concepteurs, lorsqu'on est entre la lumière, l'architecture, l'urbanisme, le rapport entre la vision nocturne et la vision de jour, et comment est-ce que vous choisissez un parti. C'est-à-dire qu'il y a un réflexe un peu souvent chez les gens qui viennent des services techniques d'avoir le concept même de rendu de couleur, c'est un peu l'idée implicite que voilà, il faudrait arriver à redonner quelque chose de plus proche de la vision de jour. Et puis à l'autre extrême, un peu, moi je plaide parfois comme ça dans des projets, dire mais au contraire, la nuit il y a une image totalement différente, ce que les architectes souvent supportent assez mal parce qu'ils aiment bien voir le bâtiment éclairé. Donc là il y a des postures, moi j'ai pas de règles, mais je trouve que c'est une question intéressante. Et puis l'autre question, c'est par rapport à l'interactivité, parce que je vois les projets de Daniel, où j'en vois beaucoup qui sont interactifs, qui étaient très à la mode et très novateurs en quelque sorte, et ouvraient sur l'exploration des nouvelles technologies et des nouvelles formes d'interactivité qu'on avait tout à coup, avec les projets de Toyota, etc., qui doivent avoir une quinzaine d'années. C'est un truc qui nous fascinait beaucoup, parce que tout à coup le bâtiment pouvait être interactif avec de l'usage, entre guillemets. Est-ce qu'il y a d'autres formes d'interactivité que vous inventez, ou comment est-ce qu'on gère la limite entre le spectaculaire qui fait signe de façon très forte, et puis des choses qui sont plus discrètes, et puis peut-être pourrait aller dans le sens d'une interactivité avec un confort en fonction
l'avancement de la nuit et de choses comme ça. Je pense en particulier à l'apport de l'éclairage privé sur l'espace public, et où là il y a peut-être des variabilités à inventer. Donc, voilà, deux questions assez différentes. La première. Alors effectivement, cette vision diurne et nocturne, c'est toujours une préoccupation quotidienne. En tant qu'éclairagiste, on a toujours tendance à parler plutôt effectivement de la lumière. Qu'est-ce qu'on veut, quelle qualité de lumière, donc on partirait plutôt de là. Mais je pense que c'est plutôt une problématique un petit peu à voir au cas par cas, notamment par exemple dans les parcs. Qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce qui serait le plus dans des parcs emblématiques où il y a énormément, par exemple, d'usagers la journée? Est-ce qu'on va mettre des mâts qui vont peut-être apporter des mâts, des candélabres, on va dire à 4-5 mètres, qui apporteraient un éclairage relativement confortable, mais qui seront très présents physiquement la journée, ou est-ce qu'on va privilégier un éclairage plus bas qui va peut-être guider plus la personne le soir, mais qui seront vraiment très discrets la journée. Donc il y a aussi un peu une pesée d'intérêt entre cette vision diurne et nocturne qu'on essaie d'avoir de manière générale. Parce qu'il y a au niveau de l'éclairage public, par exemple, bon, voilà, il y a un matériel qui est standard, qu'on essaie d'avoir de manière assez uniforme, et dans d'autres cas, on va s'attacher plus à l'objet, mais c'est vrai que l'objet lui-même, en tant qu'éclairagiste, il est souvent secondaire, même s'il est très important dans l'espace d'une ville. On essaie d'avoir une cohérence. Voilà, je ne sais pas si ça répond un peu à votre question. Je ne sais pas si quelqu'un veut... Oui, je vais simplifier et caricaturer un peu. Dans la mesure où vous éclairez et que vous voyez des couleurs, vous êtes en vision diurne. Et donc la vision nocturne qui ne se préoccuperait pas du rendu des couleurs, c'est pour les zones qui sont très peu éclairées, si vous voulez. Bien sûr, on est dans une situation intermédiaire, mais dès qu'on parle de couleurs, on est dans la FOVA et dans la vision diurne. Donc ça reste un problème de vision diurne, en grande partie. Moi, je crois que le rendu des couleurs est effectivement important, mais pour répondre à la question, est-ce qu'il faut calquer l'image diurne sur l'image nocturne sur l'image diurne? Moi, je ne crois pas du tout, parce que justement, si on réfléchit aux usages d'une ville la nuit n'a rien à voir avec une ville le jour, et donc la réponse de la réflexion sur la nuit, moi, je dirais même plus que sur la lumière, la réflexion de la nuit est tout à fait différente, donc la réponse est différente. Alors effectivement, on essaie de se rapprocher de températures de couleur, pas seulement pour les murs, mais surtout pour les humains. Faites l'expérience de vous mettre en dessous de différentes lampes, enfin à deux de préférence, et regardez-vous, vous voyez un petit peu la différence. Donc cette réflexion sur comment les hommes et les femmes vivent leur environnement la nuit, et après la réponse vient d'elle-même, mais c'est certainement pas la même que de jour, pour moi en tout cas. Moi, je suis aussi de cet avis qu'il faut profiter de la nuit pour pouvoir utiliser d'autres sources et peut-être amener à d'autres expressions de la journée. Mais ce que j'aimerais juste revenir, c'est effectivement sur l'histoire de l'interactivité, parce que les derniers projets, j'en ai un peu moins utilisé, parce que finalement, c'est vrai que ça devient un peu des couleurs qui changent partout, il y a presque une indigestion, il y a des modes effectivement, mais moi j'essaie toujours d'être un petit peu quand même en retrait de ce trop. Après c'est une question de dosage, et voilà. Mais il y a un autre élément qui est effectivement important souvent dans la demande des propriétaires, c'est quand il investit dans un projet d'éclairage, il y en a certains qui aimeraient que ça soit le plus loin possible, le seul bâtiment éclairé de la ville. C'est pour ça que je trouve quand même intéressant d'avoir une espèce de plan lumière et de vision qui est une espèce de problématique générale, pas que ce soit l'anarchie et que ce soit finalement... Parce que finalement, là aussi, il y a un problème d'économie d'énergie.
il y en a un qui éclaire, après l'autre éclaire plus, l'autre éclaire plus, et puis il y a une espèce de crescendo de force de lumière, et ça devient vite trop, quoi. Juste en complément par rapport à l'interactivité, il y a de plus en plus, enfin, dans certains sites, d'accord, ok, bon, c'est pas non, mais si, mais il y en a eu une, en tout cas à Genève, dans le cadre de la place du Mollard, notamment où c'était alors une belle réussite, où effectivement l'illumination d'une façade d'un commerce qui borde toute la place nous a permis, donc c'est une illumination qui s'éteint normalement à 11h à minuit, a permis de faire qu'on puisse abaisser, voire même couper l'éclairage public, grâce aussi évidemment au projet de pavés lumineux dans le sol, parce que s'il n'y avait pas eu cette illumination de façade constante et coordonnée, on n'aurait sans doute pas réussi à faire passer en tout cas l'idée que c'était peut-être que les pavés qui se dispersent comme ça sur la place, mais qui ont un niveau d'éclairement qui est très bas, ce qui pour moi me convient très bien, mais c'est vrai que les gens trouvaient que ça ne serait pas forcément suffisamment éclairé. Là, maintenant, grâce à donc, ce cadre, cet éclairage vertical d'un privé, qui a pu être coordonné avec l'éclairage public, ça a pu se faire. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué à mettre en place parce que les privés, notamment les commerçants, changent régulièrement. Alors, c'est quelque chose qui est intéressant, qu'il faudrait pousser, mais qui prend un certain temps, aussi une certaine volonté. Voilà. Quelqu'un a une autre question peut-être? Concernant la pollution lumineuse, justement, peut-être il y a certains points qui pourraient être abordés, puisque cette personne qui a envoyé sa question parle de pollution, mais justement quand on n'arrive pas à travailler avec les privés de manière raisonnable, on va dire, quelles actions peuvent être menées, disons, par les services ou par les autorités? Je pense que là, la communication est essentielle parce que ça dépend des privés, mais moi, pratiquement tous ceux que j'ai eu l'occasion de rencontrer ou d'essayer de convaincre, à moins qu'il y ait eu peut-être un gros investissement qui a été fait, mais on peut maintenant, alors on arrive à, étant donné que la collectivité fait un grand nombre d'efforts à ce sujet-là, les privés doivent suivre, et on arrive quand même souvent à leur expliquer. Alors le mieux c'est de le faire avant, mais à leur expliquer la manière d'installer comment faire leur projet au mieux et de faire qu'ils ne mettent pas des luminaires trop puissants qui ne seront pas sur une marquise ou sur un endroit qui pourra échapper à la lumière, que la lumière aille directement dans le ciel. Donc c'est vraiment une question beaucoup de communication si on n'a pas vraiment une base légale. Et puis il y a quand même une base légale pour les enseignes lumineuses, pour plusieurs choses qui nous permettent malgré tout, indirectement, si par exemple il y a des nuisances des riverains par exemple, si c'est une illumination qui empêche un riverain, un citoyen de dormir, là on peut, avant de dire voilà il y a cet article de loi, mais on essaye si on est contacté, de dire écrivez à cette personne, à ce commerçant notamment, et puis expliquer le problème. Et très souvent on arrive à résoudre ça comme ça, en communiquant, en concertant. Alors moi j'avais une question par rapport aux fêtes de fin d'année, c'est actuel. Est-ce qu'il y a un volet spécial dans le plan directeur qui gère tout ça à l'échelle de la ville, ou bien c'est des petits projets qui se font de façon indépendante? Et des fois on est surpris par ce qui peut se faire à l'arrivée des fêtes. Alors effectivement, dans le cadre du plan lumière de Lausanne et dans plusieurs plans lumière, il y a un volet sur l'événement et les illuminations de Noël, qui est plus particulièrement mené par l'agence Rongo Bleu dont j'ai parlé tout à l'heure,
et qui a justement cette année mis en place avec les services industriels une réflexion beaucoup plus globale qui est aussi de l'ordre de la communication. Je crois qu'il y a de nombreuses heures, et Stéphane Henninger qui est là, je crois, peut en témoigner. C'est un travail de longue haleine de communiquer avec les commerçants sur cette réflexion plus globale sur un territoire, mais qui peut quand même aboutir et qui était importante aussi. Ça paraît parfois accessoire, mais vous avez raison, dans cette période de l'année, on voit comme ça peut aussi transformer l'environnement nocturne. Donc on essaie de proposer en tout cas d'aborder cette thématique-là. Si le maître d'ouvrage accroche, on le développe, mais souvent c'est une préoccupation qui est bien reçue. Enfin, je vais laisser la parole à Florence pour voir comment ça se passe à Genève. Merci. Bien, à Genève, c'est vrai qu'il y a un volet, qui, dans le cadre du plan directeur lumière, qui laissait la place, la place ouverte à ces événements artistiques ou autres festivals des Lumières. Mais il faut dire qu'actuellement, en tout cas en ville de Genève, c'est quelque chose qui est géré. C'est quelque chose qui est assez politique. Et effectivement, après, il y a des choses qui sont mises en place, qui sont plus de l'aspect politique vraiment que vraiment réellement bien intégré dans un cadre d'un plan lumière. Bonsoir. Je voulais d'abord remercier tous ces artistes qui nous rendent les villes plus agréables avec ces éclairages. Et puis, peut-être une question un peu technique pour M. Zuccheroli. Vous nous avez présenté une image de 3 sources lumineuses qui sont l'état de la technique actuelle. Est-ce que vous voyez une évolution ou d'autres formes de sources lumineuses arriver pour les éclairages urbains? Si vous voulez, pour l'instant, on est dans le grand boom des LED qui progressent d'année en année, si vous voulez. Bon, le laboratoire que j'ai dirigé menait un programme de OLED, mais je ne crois pas qu'on puisse parler de OLED vraiment pour l'éclairage urbain pour l'instant. Bon, enfin, peut-être un jour, si vous voulez, ça présente l'avantage de faire de très grandes surfaces diffusantes, en quelque sorte. Bon, ça c'est une chose, mais du point de vue énergétique, je crois que du côté des lampes à décharge, du côté des plasmas, en quelque sorte, il y aurait matière à progresser encore, et il y a eu des choses qui sont apparues dans ce domaine-là, mais apparemment ces lampes à décharge ne sont pas à la mode, elles ont tendance à disparaître, je dirais, abusivement des catalogues de lumière, et donc voilà, je ne sais pas ce que ça va donner dans l'avenir. Oui, j'ai une question pour le plan lumière. Quelle est l'influence d'un plan lumière à Lausanne sur un quartier comme le Flon qui est en main des privés, qui est aujourd'hui éclairé de manière pratiquement comme en plein jour? Est-ce que vous avez une influence sur la manière de gérer ça? Alors, comme j'ai dit en introduction du plan lumière, on travaille sur un territoire sur lequel il y a une série d'actions qui sont en cours ou déjà réalisées, sur lesquelles finalement on a parfois, malheureusement, parfois tant mieux, pas vraiment de prise, parce que les éclairages viennent d'être réalisés et qu'on doit intégrer ça dans notre réflexion. Donc, en ce qui concerne le Flon, la démarche du plan lumière ne pouvait pas modifier quelque chose qui venait d'être réalisé, donc il fallait partir de cette réalité pour développer le reste, ce qui est aussi un challenge dans ce cas-là. Mais donc voilà, c'est quelque chose à intégrer, et qui, quand on travaille sur un territoire comme ça, c'est évident qu'on ne peut pas proposer tout changer,
Et que la question est justement de ça, de voir comment partir d'exemples réussis et parfois moins réussis pour développer un projet urbanistique de la nuit. C'est une question par rapport au plan lumière. Est-ce qu'il est évolutif? Est-ce qu'il y a un plan, il sera établi, ou bien est-ce qu'il va évoluer dans le temps parce que la ville change, il y a des éclairages qui changent, il y a peut-être des choses qui, au niveau de la réalisation, se révèlent être insuffisantes, ou bien il y a de nouvelles exigences qui apparaissent. Comment ça se passe? Parce que c'était un plan qui a été établi, qui est à 300 pages, d'après il se réalise, mais comment ça va se faire dans le temps? Et puis quelle est la possibilité d'intervenir peut-être avec des propositions, des exigences du côté du public? Alors justement pour durer dans le temps, alors nous au début de notre carrière on pensait qu'un plan lumière durait 20 ans, mais en général il dure plus ou moins 10 ans si tout va bien. Mais quand même pour durer 10 ans il faut avoir cette réflexion en tête, comme vous le dites bien, de l'évolution de la ville, parce qu'elle va changer au cours des 10 ans. Et donc les recommandations qui sont faites sont de l'ordre de la réflexion méthodologique, c'est-à-dire qu'on doit comprendre le cheminement de pensée du plan lumière pour pouvoir l'adapter à la modification du territoire ou d'une voirie. Et donc c'est aussi l'objet de cette formation que nous avons faite, c'est d'expliquer voilà, si une voirie n'est plus la même que celle qui est présentée dans le plan lumière, comment est-ce que je peux rebondir et prendre la réflexion méthodologique du plan lumière pour l'appliquer et l'évoluer. De la même manière, comme j'expliquais tout à l'heure, on ne fait pas de recommandations au niveau des technologies, parce qu'on ne sait pas ce que sera fait le futur, et donc dans cette volonté-là d'être transversale et plutôt sur la réflexion, quand cette réflexion est transmise, en fait, on peut l'appliquer dans les prochaines années. C'est comme ça qu'il perdure. Bon. J'ai une question sur la temporalité que vous avez évoquée assez rapidement et qui est assez important, je pense. Et je pense surtout aux tests qui ont été faits dans les villages où on allumait avec le téléphone portable au fur et à mesure qu'on avançait dans la rue. J'imagine que dans des villes, c'est pas faisable, mais quelles sont les réactions de Lausanne ou de Genève par rapport à cette question de la temporalité? Comment on peut gérer? Est-ce qu'on va en diminuant en fonction des horaires Alors, la temporalité peut être abordée de différentes manières, soit de manière, je dirais, fixe et programmée, de réfléchir, est-ce qu'une rue ou un quartier où ces éclairages, que ce soit du fond ou des repères dont j'ai parlé tout à l'heure, doivent être éclairés toute la nuit. Et donc c'est vrai que la technologie aujourd'hui a évolué et on peut programmer cette temporalité, faire en sorte qu'effectivement, peut-être qu'à partir de 23h et les éclairages publics baissent et que certains repères soient éteints. Et puis il y a l'autre thème qui est le thème que vous évoquez avec soit les GSM, soit la détection de présence qui permet de repérer un usager par rapport à son évolution dans un territoire et qui les éclairages s'allument au fur et à mesure. Des propositions qui sont plus faites, en tout cas pour le moment, pour des espaces comme des parcs ou des zones comme ça, dans lesquelles on estime qu'à partir d'une certaine heure, ils doivent être éteints, mais que si quelqu'un passe pour des raisons de sécurité, de confort, on peut mettre en place ces systèmes-là. C'est assez neuf donc de pouvoir vraiment répondre à cette temporalité, et je dirais, que ce soit sur Lausanne ou d'autres villes, ces systèmes-là se mettent petit à petit en place, parce que ça permet aussi de répondre à la lumière juste, à l'endroit juste, au moment juste. Donc c'est cette réflexion-là qui s'installe dans plusieurs villes.
Alors c'est vrai que là, tout ce qui, à Genève, les 4500 points lumineux dont j'ai parlé, ils s'abaissent automatiquement, donc la temporalité programmée de 25% à partir de 20h ou 22h en fonction des endroits, ça se rallume à 6h du matin. C'est aussi alors, lié à des potentiels d'économie d'énergie, et c'est vrai que visuellement vous ne notez pas la différence, mais on essaie d'être plus précis au niveau des usages, effectivement. Alors ça, la LED a au moins cet avantage-là, mais il a beaucoup, c'est encore beaucoup de défauts, mais là cet avantage-là, on peut effectivement abaisser heure par heure si on le souhaite. Alors c'est vrai qu'en ville, on est encore dans quelque chose qui est programmé et qui n'est pas dans la détection de présence, surtout dans des hypercentres comme peut-être à Lausanne et aussi à Genève. Il n'y a pas tellement pour l'instant de sens de faire ça par rapport à l'investissement que ça impliquerait. Peut-être à l'exception de parcs, mais c'est vrai que c'est des tests qui sont faits souvent soit dans des petites collectivités ou dans des zones vraiment d'habitation où il y a vraiment très peu de mouvement. Et là, ça peut devenir intéressant où on laisse 10% de lumière tout le temps et dès que quelqu'un passe, ça s'allume automatiquement sur plusieurs centaines de mètres. Voilà, les sportifs nous rappellent ici que c'est l'heure de passer à l'apéritif. Parce qu'il y a des bonnes choses, donc ça serait dommage de les laisser perdre. Et je crois que c'est aussi un moment où on peut continuer à discuter lumière, autour d'un verre et un petit solitude. Voilà. Merci pour cette urbanité. Donc le livre Lumière du futur est en vente à l'accueil ainsi que les 2 derniers livres en visite de la SIA. À voir de la SIA, pardon pour le lapsus. Il y a aussi d'autres ouvrages de notre petite librairie qui sont disponibles en fonction du stock. Voilà, donc n'hésitez pas à passer vers Christine et Anna qui se tiennent à votre disposition. Merci.